Claire Bennett n'aurait jamais imaginé que sa promenade matinale ordinaire en forêt se transformerait en la journée la plus extraordinaire de sa vie. Elle et sa fille pleine d'entrain, Lila, âgée de 3 ans, se faufilaient sous des chênes et des érables imposants, le sol sous leurs pieds formant un tapis de feuilles humides qui crépitait à chaque pas. Leur rire et leur bavardage emplissaient le silence de l'aube, jusqu'à ce que Lila écarquille les yeux et tire sur la main de sa mère, désignant quelque chose de caché dans les sous-bois. Fronçant les sourcils avec curiosité, Claire se faufila entre les fougères et les vignes pour découvrir la carcasse rouillée d'un vieux bus jaune, dont la surface était marbrée par des décennies d'usure. Des éclats de verre craquèrent sous ses bottes tandis qu'elle s'approchait, le cœur battant à tout rompre devant cette étrange découverte. Des traces de pneus fraîches autour du bus témoignaient d'une arrivée récente, et la serrure de la porte d'entrée brillait presque fièrement, intacte. Claire prit une grande inspiration, souleva le loquet et regarda à l'intérieur. La faible lumière de la lampe torche de son téléphone révéla un homme recroquevillé sur la banquette arrière, les jambes couvertes de boue, les bras inertes, le visage émacié comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Un vif pincement de pitié la traversa, là gisait quelqu'un d'abandonné, caché si profondément dans les bois qu'il aurait pu ne jamais être retrouvé. La petite voix de Lila tremblait, il dort, mais il a froid. Repoussant doucement sa fille, Claire s'agenouilla et effleura la main glacée de l'homme. Un pouls palpitait sous ses doigts faibles mais indéniablement vivants. 3 heures et d'innombrables murmures rassurants plus tard, Claire le guida jusqu'à son humble cabane, à l'orée du village. Les murs étaient tapissés de simples planches de bois, et une unique ampoule jaune projetait des ombres chaudes sur un lit usé. Elle essuya le sang séché de son front tandis que Lila l'observait avec de grands yeux pleins d'espoir, serrant son lapin adoré contre elle. « On peut le garder pour toujours » fut la douce supplique. Claire se contenta d'un sourire crispé et se tourna pour entretenir le feu, laissant les flammes crépitantes répondre à sa place. Lorsqu'elle revint enfin avec un bol d'eau chaude, les doigts de l'étranger se crispèrent, serrant la couverture. Son avertissement bas et rauque, « Ne m'approche pas », sonnait comme s'il s'attendait à ce qu'une horreur invisible surgisse à tout moment. Claire marqua une pause, troublée par la peur brute dans sa voix. Pourtant, elle refusa de reculer. Au lieu de cela, elle posa le bol et s'assit simplement à côté de lui, déterminée à lui montrer qu'ici, au moins, il n'avait rien à craindre. Des heures de pluie martelaient leur petite maison, le rythme sur le toit en tôle rappelant constamment la tempête, à l'extérieur comme à l'intérieur de l'esprit de l'homme. Claire réchauffait compresse après compresse, pressant des linges chauds sur son front tout en examinant ses traits décharnés ou des traits qui exprimaient la discipline, le commandement, non le désespoir. Même dans sa faiblesse, il y avait l'ombre d'un homme habitué à tout contrôler. Le lendemain, l'aube se leva, grise et lourde. Claire se leva avant que le ciel ne s'éclaircisse, mijotant du porridge et du gingembre jusqu'à ce que l'arôme emplisse la cabane de réconfort. 10 minutes plus tard, un bol à la main, elle réveilla l'homme d'un coup de coude. Sa réaction la surprit, il recula brusquement, le porridge se répandant sur sa poitrine. Elle recula prudemment, le cœur serré, et dit doucement, « Je ne vais pas te faire de mal. C'est juste du porridge. » Lentement, sa poitrine se détendit. Il examina la pièce simple, le plafond bas, le vieux poêle, l'enfant endormi blotti contre son lapin et murmura, « Je ne me souviens plus. Je ne sais pas où c'est. » Claire s'installa sur une chaise en bois, la voix posée. « C'est chez moi. Je t'ai trouvé dans les bois. Si tu veux partir une fois rétabli, je ne t'en empêcherai pas. Mais pour l'instant, repose-toi. » Il hocha la tête, d'un geste las mais sincère, et elle lui proposa un nom, Jacques. Ce soir-là, tandis que Lila coloriait un calendrier en lambeaux, Claire se prépara aux questions qui allaient suivre. Qu'est-ce qui avait bien pu amener Jacques dans la forêt? Pourquoi l'avait-on caché? Et, plus urgent encore, quelle obscurité fuyait-il et était-elle toutes deux prises sur son passage? Dans la lueur vacillante du poêle, mère et fille se préparaient à soutenir cet inconnu, unis par le destin, voués à la suite. « J'ai dessiné notre maison, maman, » dit-elle en souriant, en désignant la page. « C'est toi. C'est moi. Et c'est tonton Jacques. » Sur le dessin, ils étaient tous les trois côte à côte. L'homme au milieu était grand, les cheveux en bataille et barbu. Claire jeta à peine un coup d'œil, prête à passer à autre chose, quand Léa murmura, « Maman, tu te souviens de l'émission qu'on a regardée ?» Les disparus. Il y avait un homme qui ressemblait à oncle Jacques. Claire se raidit. « Quelle émission ?» demanda-t-elle. « Celle que tu portais pendant que tu cousais. » Il montrait des photos. Il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Claire ne répondit pas,
se contentant de dire « Va te laver les mains. C'est l'heure de manger ». Quand la nuit fut complètement tombée, Claire apporta un bol de porridge frais dans la pièce sombre. La porte était légèrement entr'ouverte. Jacques s'assit contre le mur, la faible lumière de la lampe éclairant son visage. Il paraissait plus calme maintenant, son regard était distant plutôt que frénétique. Elle posa le bol et glissa la cuillère vers lui. « Mange un peu. » Il la prit, les mains encore tremblantes. « Merci, dit-il doucement, sincèrement, sans chercher à faire plaisir. » Claire répondit, « J'aide parce que je peux, pas par pitié. » Il hocha la tête en silence. Elle resta là un moment, puis se retourna pour partir, mais avant de partir, elle se retourna. « Quelqu'un comme toi. Tu n'es pas un moins que rien, et je ne te demanderai pas ton nom avant que tu sois prêt. » Le poêle vacillait, projetant des flaques de lumière chaude sur les murs. Dehors, la pluie avait recommencé silencieuse, régulière, comme les murmures dans le sommeil de quelqu'un qui venait de s'échapper de l'enfer et qui ne savait toujours pas où il avait atterri. Le lendemain matin, le soleil apparut. Pas ardent, mais une douce lumière filtrant à travers les feuilles d'eucalyptus encore humides de pluie. Le sol était meuble, mais pas détrempé, et des feuilles mortes jonchaient le jardin, comme si la forêt avait soupiré de soulagement après 3 jours de pluie. Claire ouvrit la porte. Une brise fraîche entrait. Léa était assise à tresser les oreilles de son lapin en peluche, tandis que Jacques, l'homme qui ne se souvenait toujours pas de son nom, était accroupi sur le porche en train de réparer un robinet qui fuyait. Elle posa une tasse de thé fumante à côté de lui. « Bois ça pour te réchauffer. Les matins sont généralement frais ici. » Jacques leva les yeux et hocha la tête. Il parlait peu et manquait de politesse, mais il affichait un calme qui ne laissait jamais paraître gêné. Claire s'assit sur le banc en bois et prit Léa sur ses genoux. Au bout d'un moment, Claire dit doucement, « Tu te demandes sans doute où est cet endroit. » Jacques hocha légèrement la tête en regardant vers la forêt. Ce village s'appelle Woodpine. Il est petit, perché à l'orée des bois, à 3 heures de la ville la plus proche. Les gens d'ici vivent tranquillement, croient ce qu'ils voient et se méfient des nouveautés. Ce ne sont pas des gens méchants, juste lents à s'ouvrir. Elle marqua une pause, le laissant la suivre. Je m'appelle Claire. Je fais des petits boulots, repriser des vêtements, jardiner, tout ce dont les gens ont besoin. Je vis avec cette petite Léa. Son père est parti avant même qu'elle sache dire le mot au papa. Jacques ne répondit pas, mais son regard s'adoucit. Claire baissa les yeux vers sa fille. Celle-là est bavarde, mais plus gentille que la plupart des adultes. Léa leva les yeux, rayonnante. Je t'ai vu à la télé. Maman et moi l'avons regardé l'autre jour. Les mains de Claire se figèrent. Elle serra doucement l'épaule de sa fille. C'était quelqu'un d'autre. La télé, c'est plein de faux-semblants. Claire se tourna vers Jacques et lui adressa un léger sourire. Les enfants ont une bonne mémoire et une imagination encore plus grande. Jacques lui rendit son sourire, comme quelqu'un habitué à se voir imposer des identités qu'il ne reconnaissait pas. À partir de ce jour, Jacques s'adapta au rythme quotidien de Claire sans qu'on le lui demande. Chaque matin, il se levait tôt pour balayer le jardin, sécher le bois et réparer la charnière de la porte qui s'affaissait. Son travail soigné et précis témoignait d'une vie passée à la discipline. Léa s'accrochait à lui comme une petite ombre, elle traînait une chaise à ses côtés chaque fois qu'il travaillait, le regardait nettoyer ses outils, lui apprenait à tresser l'herbe et parlait des voisins comme s'il était un oncle perdu de vue. Un après-midi, alors que Jacques grattait la rouille d'une lame, le faible klaxon d'un camion le fit sursauter. Il se figea, les yeux plissés, le dos crispé par réflexe, puis, tout aussi vite, il se stabilisa. Claire l'avait vu. Elle ne posa pas de questions, se contenta de se détourner, ouvrit le robinet et laissa l'eau froide couler sur le dos de sa main, son regard s'attardant sur quelque chose de non dit ou une pensée encore indéterminée. Le lendemain, alors que Claire et Léa se dirigeaient vers le marché, Claire remarqua un petit groupe de femmes près du puits qui se taisaient à leur passage, échangeant des regards rapides et des murmures à demi-voix. « J'ai entendu dire qu'il a fait de la prison, » dit une voix, plus basse que nécessaire. « On dirait pas, cependant. On dirait plutôt des citadins, » murmura une autre. Claire poursuivit son chemin, la tête haute, et dit à voix basse à Léa, « On parle toujours des nouveaux venus. » Cet après-midi-là, le vieux Pet passa en tapotant la clôture avec sa canne. « Claire, j'ai entendu dire qu'il y avait un inconnu chez toi. Je venais voir par moi-même. » Jacques arrachait des mauvaises herbes. Au salut de Pet, il se leva,
s'épousseta les mains et s'approcha. Pet l'observa attentivement. « Tu ne ressembles pas aux rumeurs, dit-il en plissant les yeux. Toujours plus fort que la moitié des gars que j'ai embauchés la saison dernière. » Jacques esquissa un léger sourire. « Je fais juste de mon mieux. » Claire sortit en s'essuyant les mains sur son tablier. Jacques avait réparé le robinet qui fuyait en moins de 10 minutes. Pet haussa les sourcils, mais ne détourna pas le regard. Pendant un instant, le vieil homme sembla essayer de reconstituer le visage de Jacques. Puis, d'une voix plus douce, Pet dit « La pompe chez moi claque depuis des jours. Si tu as le temps, tu peux y jeter un coup d'œil. » Jacques acquiesça. Bien sûr. Claire perçut un hochement de tête silencieux, un accueil tacite de la part d'un homme qui en avait vu de toutes les couleurs. Cette nuit-là, alors que Léa dormait et que le poêle brûlait encore, Claire fit la vaisselle tandis que Jacques essuyait un couteau qu'il avait déjà nettoyé 3 fois. Ses pas lents et réguliers emplissaient la cuisine en bois, comme si cette maison, silencieuse depuis 3 ans, reprenait vie. Claire s'arrêta devant l'évier, les yeux brûlants. Pas vraiment de la tristesse. Parfois, la paix peut aussi sembler creuse. Une fois les corvées terminées, elle ouvrit l'armoire et dégagea une petite étagère. Elle replia une serviette supplémentaire, laissant un espace libre. Jacques se tenait derrière elle, l'observant. Il ne dit rien, il plia simplement sa vieille veste et la posa sur l'étagère vide, avec une délicatesse qui en disait long. Le lendemain matin, le ciel était d'une clarté inhabituelle. L'air était froid, sec et immobile, comme au sortir d'un long rêve. D'autres feuilles étaient tombées et les arbres semblaient clairsemés, leurs branches osseuses trahissant la fin de l'automne. Jacques, qui vivait chez Claire depuis près d'1 mois, se réveilla avec une sensation qu'il ne pouvait nommer ni fatigue ni vide, juste une sensation de décrochage. Il s'attarda devant le miroir, fixant l'inconnu dans la glace. Claire versa du thé et l'observa depuis la porte de la cuisine. « Tu n'as pas encore dormi, n'est-ce pas ?» Jacques hocha la tête. « Quand je me suis enfin assoupi, j'ai revu ce bus la nuit. » Quelqu'un l'appelait, mais ce n'était pas Jacques. Il se tut. Claire traversa la pièce et lui posa la tasse dans les mains. « Laisse-la revenir petit à petit. Ne force pas. La mémoire est comme les gens, elle a besoin de temps pour retrouver son chemin après une blessure. » Jacques la regarda. Dans ses yeux, quelque chose s'apaisa. Cet après-midi-là, Claire emmena Léa à l'épicerie de Marabel. Comme toujours, Jacques l'accompagnait. Léa bavardait le long de la route, balançant son lapin en peluche déchiré. L'air du village était plus froid. Quand les gens les virent marcher tous les 3 ou surtout le grand homme qui les suivait, ils commencèrent à chuchoter. Claire ne dit rien. Elle serrait plus fort la main de sa fille, marchant d'un pas assuré, le dos droit. La boutique de Marabel était identique, une odeur de cannelle et de riz grillé flottant sous les chaudes lumières jaunes. La propriétaire découpait de vieux journaux pour emballer du poisson séché. « Ça fait un bail que je ne vous ai pas vus tous les 3 ensemble, » dit Marabel, son regard se tournant brièvement vers Jacques. « Celui-ci a l'air en pleine forme ces derniers temps, » répondit Jacques avec un léger hochement de tête. Marabel sourit et tira une autre feuille de journal de la pile. Elle était déchirée. Au recto, une photo noire et blanc délavée d'un homme en costume debout dans une cour majestueuse, sous le titre « Victor Aron, l'homme disparu de l'un des plus grands empires caritatifs du pays ». Jacques y jeta un coup d'œil. Sa poitrine se serra et une main serra le bord du comptoir, un mouvement minuscule, mais indéniable. Marabel rit. Waouh! La ressemblance est incroyable, cheveux, front, yeux presque identiques. Claire jeta un coup d'œil à Jacques. Il secoua la tête, mais ses yeux ne quittèrent pas l'image. Probablement quelqu'un qui me ressemble, pensa-t-il. Il sortit plus tôt que d'habitude. Claire paya les courses et suivit, guidant doucement le dos de Léa de la main. Sur le chemin du retour, le ciel s'assombrit soudainement, de lourds nuages s'amoncelant rapidement et le vent se levant. Claire marchait au milieu, Jacques silencieusement derrière. Léa sautillait devant, sautant par-dessus les flaques d'eau de la pluie précédente. Tout semblait normal jusqu'à ce que Jacques s'arrête. Sa main se porta à son front. La douleur frappa comme l'éclair. Le sol disparut sous une poussée, le vent hurlant à ses oreilles. Un visage familier ricana. Un murmure près de son oreille, « Tu as fait confiance aux mauvaises personnes. » Puis l'obscurité. Jacques s'effondra, sa tête heurtant le bord de la route herbeuse. Claire se retourna, la panique montant. « Jacques ?»
Il ne répondit pas. Léa fondit en larmes. Claire s'agenouilla près de lui, le secouant, les mains tremblantes. Juste à ce moment-là, un pick-up s'arrêta. Pete freina brusquement et sauta de la voiture. Que s'est-il passé? Seigneur! Il s'est évanoui. Aidez-moi à l'emmener à la clinique. Montez tout de suite. Les lumières de la clinique étaient crues, l'odeur âcre de l'antiseptique flottait dans l'air. Claire était assise près du lit, serrant un verre d'eau contre elle comme si c'était la seule chose qui la maintenait stable. Léa s'était endormie sur une chaise. Pete se tenait à la porte, silencieux. Jacques restait immobile, le moniteur cardiaque émettant des bips réguliers. La sueur perlait sur son front. Puis ses paupières tressaillirent, lentement mais sûrement. Claire se pencha. « Tu m'entends » Il cligna des yeux une fois, 2 fois, puis les ouvrit grands. Il n'était plus trouble, mais perçant, clair, froid comme de l'acier poli. Claire tressaillit. Jacques ouvrit légèrement la bouche. « Victor, dit-il. » Claire pencha la tête. « Que as-tu dit » Victor Aron, répéta-t-il distinctement. Le nom résonna dans la pièce, silencieux mais glacial. Pete se figea. Claire ne dit rien. Jacques tourna la tête, fixant le plafond blanc, respirant lentement et régulièrement. Je m'en souviens maintenant. Claire garda le silence. Elle sortit de la pièce, tenant toujours la veste vert mousse qu'il avait laissée la veille. Le vent du couloir de l'hôpital souffla à travers elle, allant le bas de la veste. Dehors, le ciel avait pris une teinte plombée. La ville autour d'eux était inconnue et silencieuse. Claire resta immobile un long moment. Ce n'était pas la confusion qui l'envahissait, mais quelque chose qui se fendait en elle. L'homme qu'elle avait sauvé, qu'on croyait autrefois sans vie, avait retrouvé un nom, un passé. Et elle commençait tout juste à réfléchir à la confiance et à la façon dont elle n'arrive jamais à temps quand quelqu'un a déjà commencé à sortir de l'obscurité. Elle quitta l'hôpital en fin d'après-midi. Sur le chemin du retour, les lampadaires fendirent la vitre de la voiture comme de fines coupures à travers la fatigue qui l'habitait. Autour d'elle, tout était pareil, mais semblait passer sans la toucher. Dans l'esprit de Claire, l'image de Victor assis dans cette chambre d'hôpital d'un blanc immaculé revenait sans cesse, non pas parce qu'il paraissait faible, mais parce que, pour la première fois, il la regardait comme s'il avait vu quelque chose qu'il croyait perdu. Lorsqu'elle arriva chez elle, l'obscurité avait recouvert la crête de la montagne. Claire ouvrit la porte. Une légère odeur de bois brûlé venant de la cuisine l'accueillit. Elle n'alluma pas la lumière. Un instant, elle resta silencieuse sur le porche, comme pour tenter de se libérer du silence qui l'envahissait. Claire prépara lentement le thé. L'eau sifflait dans la bouilloire en terre cuite tandis que le vent hurlait par les fentes de la porte. La maison semblait plus lourde ce soir-là, malgré le même poêle à bois, la même table, la même nappe rapiécée au mur. Victor était dehors, en train de ranger ses chaussures. Il essuya la boue séchée avec une vieille serviette que Claire lui avait donnée. Ses gestes étaient nets et posés, comme s'il l'avait fait 100 fois, même si ses mains n'avaient plus leur place ici. Aucun d'eux ne dit un mot. Léa s'était couchée tôt. La pluie commença à tomber en une fine bruine. Claire posa une tasse de thé devant Victor, puis s'assit en face de lui. Elle ne le regarda pas directement, mais sa voix était ferme. « Alors, maintenant, tu es Victor Aron. » Victor leva les yeux. Il répondit doucement, « Oui, un seul mot. » Mais ce mot contenait cette année de clandestinité, de survie et de quasi-ensevelissement vivant. Claire ne posa pas encore de questions, elle lui laissa le temps. Finalement, elle dit, « Hier, à la clinique, tu as fixé le plafond pendant des heures sans dire un mot. Je savais que tu te souvenais de quelque chose, mais tu n'étais pas prêt à parler. » Victor fixa son thé. « Je ne savais pas par où commencer, » souffla-t-il. « Commence par le moment le plus douloureux, » dit Claire, ni dure ni pressante. Victor laissa échapper un rire sec, le genre de rire qu'on a après s'être retrouvé au bord d'une falaise, puis avoir reculé. « Pas la chute, dit-il. Le pire, ce n'était pas d'être poussé du haut de la montagne. C'était de me souvenir en qui j'avais confiance. » Ils restèrent assis en silence un long moment. Puis Victor commença à parler lentement, sans fioriture. « Je ne suis pas mort de la chute. J'ai perdu la mémoire. J'ai été emporté par l'eau et je suis tombé au plus profond de la forêt. Un vieux bûcheron m'a retrouvé. J'ai passé les premières années comme un fantôme, à faire des petits boulots dans des camps de bûcherons, à garder des hangars. Pas de nom,
pas de papier, pas de questions. L'année dernière, des fragments ont commencé à me revenir, des noms, un logo, et même un extrait d'une vidéo promotionnelle. Ils revenaient sans cesse dans ma tête. Il regarda Claire. Je n'aurais pas dû aller creuser toute seule. Claire hocha doucement la tête. Et ils t'ont trouvé, demanda-t-elle. Je ne sais pas qui exactement, dit Victor, mais ce n'est pas loin de Derek et Marlène. J'ai été attaqué à une gare routière, assommé. La fois suivante, je me suis réveillé dans ce bus. Claire demanda doucement, pourquoi? Ils voulaient que je disparaisse pour de bon. Ils ont échoué la première fois. La deuxième fois, ils ont frappé plus fort. Ils veulent que je meure lentement, aucune preuve, personne qui se souvienne de moi. Claire ferma les yeux. Sa main reposa sur le bord de la chaise, cherchant quelque chose de solide. Dehors, la pluie tombait plus fort, le vent hurlait sur le toit comme des cris dans les bois. Victor enfouit sa tête dans sa main. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, dit-il, mais je sais une chose, si je parle publiquement maintenant, si les gens apprennent que je suis en vie, je mourrai une troisième fois. Alors, que vas-tu faire? Claire attendit. Puis elle répondit, reste silencieuse. Enquête dans l'ombre. Cette fois, personne ne sait que tu es en vie. Sauf toi, murmura-t-il. Claire ne répondit pas, mais son regard non plus celui d'une femme abritant un inconnu était désormais celui de quelqu'un qui comprenait que l'homme à côté d'elle avait autrefois fait la une des journaux et se trouvait maintenant à la croisée des chemins entre la justice et une vengeance potentiellement dangereuse. Avant de se coucher, Claire débarrassa la table. Elle marqua une pause en ramassant les tasses. Combien de temps comptes-tu continuer à disparaître? Demanda-t-elle doucement. Victor resta silencieux au début. Puis il répliqua, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un de confiance et celui qui doit tomber. Claire hocha la tête, puis se retourna pour partir mais ajouta assez fort pour qu'il l'entende, n'oublie pas, tu me dois encore deux choses, un merci sincère et une raison de croire que tu ne vas pas ramener la tempête dans cette maison. Victor ne protesta pas. Ce soir-là, il ouvrit un vieux carnet et écrivit la première ligne à l'encre rouge, si je meurs à nouveau, ce sera en sachant exactement qui m'a poussé. Alors que Claire se tenait seule dans la cuisine, écoutant la pluie et regardant la lueur du feu danser, une pensée lui traversa l'esprit, un secret dévastateur se cache-t-il dans ce souvenir qui lui revient? Et si oui, l'entraînera-t-il, elle et sa fille, dans la tempête? Tôt le lendemain matin, la rosée s'accrochait encore à la clôture en bois et les oiseaux de la forêt commençaient à peine à gazouiller que Victor était déjà sorti du lit. Il enfila son manteau et se dirigea vers le petit cabanon derrière le jardin où l'oncle Pet avait dit un jour, il y avait des vieilles choses que personne ne touche plus. Le cadenas rouillé céda après quelques manœuvres habiles. À l'intérieur, une odeur de vieux métal et d'huile flottait dans la pénombre. Il trouva une vieille radio AM, une boîte poussiéreuse de journaux financiers et un vieux téléphone portable à batterie amovible, le genre de téléphone quasiment impossible à retrouver. Victor était assis sur le parquet froid, adossé à une caisse pourrie. Il feuilletait des journaux, traçant des lignes au crayon. Son regard se déplaçait rapidement, mais rien ne lui échappait, les habitudes d'analyse financière, d'évaluation des actifs et de suivi des flux de trésorerie revenaient peu à peu. C'était comme si la part de lui qui avait été volée reprenait son chemin. À son réveil, le ciel s'était éclairci. Elle se servit du thé, alluma la machine à coudre et commença une journée qui semblait ordinaire, mais quelque chose dans la maison était indéniablement différent. Victor entra dans la cuisine, quelques papiers pliés à la main. J'ai besoin de plus de données, de vieux documents. Y a-t-il quelqu'un dans le coin qui conserve des journaux? Demanda-t-il. Claire réfléchit un instant. Oui. Madame Marble. Elle les garde pour emballer les colis. Mais si tu veux en prendre, tu dois savoir lui parler. Victor hocha la tête. Puis-je venir avec toi? Claire hésita, puis acquiesça. Allons-y, mais laisse-moi parler d'abord. Ils arrivèrent à l'épicerie Marabel, près du carrefour du village. Des regards familiers les scrutèrent et des murmures s'élevèrent comme des feuilles qui bruissent sur un toit en tôle. Derrière le comptoir, Marabel rangeait des papiers. Entendant des pas, elle leva les yeux, baissa ses lunettes et fixa Victor sans ciller. « De quoi as-tu besoin, Victor » demanda-t-elle, comme si elle n'avait jamais oublié son nom. Il répondit sans détour, de vieux journaux des 3 dernières années, tout ce qui touche à Harland Corporation. Marabel jeta un coup d'œil à Claire. Claire expira, sortit un trousseau de clés d'une vieille boîte en fer blanc et dit, « Tu peux les lire ici. Je ne te laisserai pas les emporter. »
Victor hocha la tête. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un me croie. J'ai juste besoin de la vérité. Ils étaient assis dans un petit coin sous une douce lampe jaune. Victor feuilletait chaque page, ses mains bougeant comme s'il l'avait fait des milliers de fois. Un crayon emprunté à Marabel commença à marquer des noms: Derek Harland, PDG chargé de la restructuration de Harland après la disparition de son frère, Marlène Shaw, la femme de la philanthropie moderne, Dana Everett, assistante financière et nouvel acteur de l'expansion de la fondation Harland. Victor marqua un temps d'arrêt au nom de Dana. Elle est venue me chercher à l'aéroport la dernière fois que je suis allé en Suisse, dit-il. Elle n'était engagée que depuis quelques mois. Marabel posa sa tasse de thé en secouant la tête. J'ai entendu dire qu'elle avait ensuite été envoyée pour gérer des missions caritatives dans des régions reculées. Une assistante financière en première ligne, c'est étrange. Victor ne dit rien, mais dans son esprit, les pièces du puzzle se mettaient en place. Le soir tomba, le ciel couvert, la lumière baissant rapidement. Victor était assis dans sa chambre, le vieux téléphone reposait sur la table comme une bombe non déclenchée. Il avait inséré une carte SIM, mais n'avait pas encore appelé. Il tenait à la main un bout de papier avec le numéro de Louisa James, l'inspectrice chargée de son enquête sur sa disparition 7 ans plus tôt. Il fixa les chiffres. Personne ne savait si elle travaillait encore ou si elle avait été forcée de l'oublier. Il n'appela pas immédiatement. Il alluma d'abord la radio AM dans le hangar, se branchant sur une vieille fréquence de police, rien de bon. Puis, avec un téléphone secondaire, il consulta les archives de la police locale sur Internet pour trouver Louisa James. Un vieil article refit surface: l'inspectrice Louisa James avait été réaffectée à l'unité civile de West Point après l'interruption de l'enquête sur la disparition de Victor Harland. C'était bien réel et toujours la même personne, mais pas suffisamment pour qu'il puisse lui faire confiance. Il rédigea un bref message: je dois confirmer certaines informations. Retrouvez-moi à l'endroit où l'enquête a été interrompue, seul. Ne me recontactez pas. Il l'envoya vers une boîte mail temporaire, l'un des canaux morts qu'il utilisait en cas d'urgence lorsqu'il était coordinateur financier. 10 heures plus tard, à la tombée de la nuit, le téléphone sonna. Un numéro inconnu, Victor laissa sonner 3 fois avant de répondre. Une voix féminine s'éleva, brève et ferme. Ici, inspecteur James. Victor ne donna pas son nom ni ne confirma. Au lieu de cela, il demanda froidement: le jour de ma disparition, que portais-je? 3 secondes de silence, puis la réponse. Chemise en lin gris, manteau en cachemire noir, montre PEC, cravate bleue, pas de pince à cravate, de la boue sur le talon gauche de ta chaussure. Victor ferma les yeux et hocha la tête. Exactement. Il expira pour la première fois depuis des heures. Je suis Victor Harland. J'ai besoin de vous rencontrer. Ils se donnèrent rendez-vous dans une vieille auberge après l'interruption du point de départ de l'enquête pour des raisons de personnel. Louisa arriva à l'heure et entra sans un mot superflu. Elle portait un manteau gris, les cheveux soigneusement attachés, le visage fatigué mais le regard perçant. Elle sortit un dossier de son manteau et le posa sur la table sans explication. Puis elle prit la parole. J'ai déjà tenté de porter votre dossier au niveau fédéral, mais le maire Nolan m'a retiré le dossier. J'ai été réaffecté à l'unité civile. L'affaire s'est arrêtée là, du moins sur le papier. Victor ouvrit le dossier. Son regard restait calme, précis, inflexible. Mais lorsqu'il s'arrêta sur l'analyse du transfert d'actifs avec une signature falsifiée, sa main se crispa légèrement. Louisa sortit une petite clé USB. J'ai récupéré un enregistrement interne du serveur de Harland Corporation, stocké au cabinet, effacé 3 fois, mais dont il reste des traces. Elle posa un petit lecteur sur la table et appuya sur lecture. Une voix féminine, froide et calme: tant que la signature est correcte, les avocats s'occuperont du reste. Victor n'avait pas fermé l'œil. Toute la nuit, il resta assis à son bureau, la chaude lumière jaune éclairant les pages épinglées à l'encre rouge: transfert de fonds, chronologie du testament rétabli, procuration, scan falsifié. Son esprit n'était plus embrumé, il était désormais question de stratégie. Chaque fragment de l'ancien système, celui qu'il contrôlait autrefois, était décortiqué couche par couche. Au centre de tout cela se trouvait Dana Everett. Elle était assise dans le bureau vitré de Harland Corp, au 27e étage. Le bureau était bien rangé, des fleurs fraîches brillaient à la lueur de l'écran. Tout respirait la stabilité, mais sa main tremblait légèrement. Ce matin-là, elle avait reçu une enveloppe sans nom ou sans adresse de retour,
juste une clé USB et une note, un document n'est légal que si le signataire est encore en vie. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il contenait. Dana n'était pas stupide, elle savait qu'on la surveillait. Et pire encore, elle ignorait qui la surveillait. Elle sortit son téléphone, prête à appeler Derek, mais s'arrêta. Si Derek savait, que dirait-il? La protéger ou faire disparaître la situation? Dana se laissa aller dans son fauteuil, le regard calculateur, mais teinté d'une peur indomptable. Tout ce qu'elle avait hérité de sa loyauté pouvait s'effondrer à la moindre révélation. De retour à Woodpine Village, le temps avait changé. La pluie ne tombait plus en bruine, mais en rafales balayées par le vent. Claire raccommodait le col du manteau d'un invité, tandis que Leia dormait sur le fauteuil près du feu. Victor arriva du jardin, le manteau humide, tenant des documents municipaux imprimés. Il les posa, ajouta une bûche au feu et ne dit rien. Claire le regarda, non pas avec la méfiance lasse des premiers jours, mais avec une attention plus profonde. Il était assis, tenant la tasse de thé qu'elle avait laissée. Elle dit doucement, « Tu n'as pas peur, mais je sais que ça ne veut pas dire que tu ne te sens pas seul. » Victor leva les yeux, surpris. Claire ne soutint pas son regard et continua à broder. « Tu es assis là, à fouiller dans des dossiers, à confronter les gens, mais tu ne partages rien. Ne compte sur personne. » Elle coupa le fil, plia la chemise, puis posa une main douce sur son épaule. « Si l'affaire arrive au tribunal, si tu dois affronter tout un système, je témoignerai pour toi. » Victor ne dit rien, mais la façon dont sa main se resserrait autour de la tasse révélait une gratitude silencieuse et douloureuse. Ce soir-là, le vieux Pet passa. Il apporta un sac de pommes de terre bouillies et de la viande séchée fumée. « Il te faudra bien plus que des légumes verts par ce temps, » dit-il en riant, en versant du vin de riz maison. Lorsque Claire alla à la cuisine, il se pencha vers Victor. « Je sais qui tu es, et je ne crois pas que tu sois tombé de cette montagne par accident. » Victor soutint son regard en silence. Pet continua, « Je ne peux pas faire grand-chose, mais si tu as besoin de quelqu'un pour confirmer où tu étais et ce que tu as fait, je te dirai la vérité. Je ne suis pas aveugle. » L'après-midi suivant, Marbelle apporta le tissu que Claire avait commandé. Voyant Victor réparer un pied de table cassé, elle marqua une pause. « On dit que tu es quelqu'un d'important, » dit-elle. « Je m'en fiche. Ne fais juste pas de mal à Claire ni à la fille. » Victor hocha fermement la tête. « Je ne le ferai jamais. » Elle l'observa un instant, puis, comme pour elle-même, quelqu'un jeté d'une montagne ne tombe pas facilement une seconde fois. Je ne crois pas que les faibles aient survécu 7 ans. Sur ce, elle partit, ses paroles étant une déclaration silencieuse. La nuit tomba. Victor entra dans sa chambre et ouvrit son ordinateur portable. Il communiqua avec Louisa via une ligne sécurisée. « J'ai envoyé le fichier audio. Tu peux t'en occuper ?» À l'autre bout du fil, Louisa répondit sèchement, « J'ai quelqu'un en informatique légale. Tu auras un rapport d'ici demain. » Victor hocha la tête. Louisa marqua une pause, puis demanda, « Une réaction de Dana ?» Victor baissa les yeux vers la deuxième clé USB sur son bureau, celle qu'il n'avait pas envoyée. « Elle attend de voir si je suis un avertissement ou une condamnation. » Louisa rit doucement. « Et toi, tu vas être quoi ?» répondit Victor d'une voix plus froide que d'habitude, « Les deux. » Claire le vit sortir sur le porche, les yeux rivés sur le ciel nocturne. Elle lui mit un manteau léger sur les épaules sans un mot et n'en avait pas besoin. Tout le monde ne comprend pas un homme revenu d'entre les morts, mais elle comprenait l'essentiel, il ne voulait plus jamais que quelqu'un meure à sa place. Pendant ce temps, au 27e étage d'un bureau éloigné, Dana Everett était assise seule sous sa lampe de bureau. Dans sa tête, le bruit d'une porte frappée résonnait, quelqu'un qu'elle n'avait pas vu, mais qui se pressait contre elle à chaque respiration. Une question persistait, si Victor est vivant, qui sera le prochain à être déterré? À près de 100 kilomètres de là, à Woodpine, une pluie fine tombait. Une pluie de fin d'année, pas trop froide, mais suffisamment soutenue pour ralentir le rythme du village. Victor était assis dans la cuisine, faisant tournoyer doucement le thé au gingembre que Claire avait servi. La maison était chaleureuse, éclairée d'une douce lumière jaune, et l'air embaumait le parfum des pâtisseries fraîchement cuites. Claire se tenait près du poêle, séchant les cheveux de Leia. La fillette venait de prendre son bain, et l'odeur du shampoing pour bébé persistait. Oncle Leia s'illumina. « Il pleut aujourd'hui, alors maman ne m'a pas fait sortir pour apprendre l'alphabet. Tu veux faire des puzzles avec moi ?» Victor regarda la petite fille.
Dans ses yeux, il n'y avait aucun soupçon, aucun doute sur son identité ou juste une confiance pure et instinctive. Il hocha la tête. Donne-moi 5 minutes. J'écris une lettre. Claire se retourna et sourit sans rien dire, mais dans son regard transparaissait une force tranquille, qui disait sans un mot, tu n'es plus seul. Plus maintenant. Plus tard dans la nuit, après que Léa se fut endormie, Claire prépara une autre théière. Elle posa une tasse devant Victor et s'assit en face de lui. Tu lui fais toujours confiance, demanda-t-elle doucement, sans insister. Victor expira. Je n'ai pas besoin que Dana soit sage. J'ai juste besoin qu'elle comprenne, si elle franchit encore cette limite, cette fois, elle succombe avec Derek. Claire le dévisagea. Et si elle se retourne encore contre toi? Victor baissa les yeux sur ses mains des mains autrefois battues, traînées dans les bois, encore marquées au pouce. Alors je le prendrai comme quelque chose que je mérite, parce que je lui ai fait confiance. Claire hocha la tête et se leva, puis posa une main sur son épaule sans pression, sans prise, juste un contact. Si jamais tu as besoin de te tenir quelque part pour dire au monde qui tu étais vraiment, je serai à tes côtés. Victor se retourna, son regard s'adoucit. Il n'avait pas dit merci, mais sa main reposa doucement sur la sienne pendant quelques secondes bien réelles. Pendant ce temps, Dana était assise seule dans son luxueux appartement. Dehors, les lampadaires projetaient de longues ombres au plafond. Elle se repassa l'enregistrement le son de sa propre voix, une phrase qu'elle avait autrefois crue indéchiffrable, il ne nous manque plus que la copie notariée. Il ne peut plus la confirmer. À l'entendre, cette phrase lui parut plus froide que la voix qui le lui avait ordonné. D'un tiroir, elle sortit une liasse de dossiers, des documents de sauvegarde, des transactions internes, la paie d'un avocat, des photos du testament manuscrit original rédigé par Victor. Puis elle prit son téléphone et envoya un SMS au numéro que Victor avait laissé, « Je coopérerai. » Sans condition. Dès l'envoi, elle laissa tomber la tête sur le bureau. Sans larmes, mais comme si tout son corps venait de se libérer d'un poids qui la tirait hors d'elle-même. Le lendemain matin, Victor vit le message. Il glissa discrètement son téléphone dans sa poche, puis sortit. Claire étendait des vêtements d'enfant. Le voyant approcher, elle pencha la tête. « Bonne nouvelle ?» Victor hocha légèrement la tête. « Peut-être. » Claire n'insista pas. Elle lui tendit une essoreuse à linge, il la prit et l'aida à finir la lessive. Le vent soufflait, le soleil était doux, aucun mot n'était échangé, mais entre deux êtres autrefois brisés, quelque chose se renouait doucement. Au loin, un homme assis dans un fauteuil en cuir parcourait un rapport financier du 4e trimestre. Derek Harland parcourait les documents d'un regard vif et alerte. Mais pour la première fois en 7 ans, son doigt tapotait le bureau avec un rythme irrégulier. Une secrétaire intervint et murmura, « Dana a pris congé subitement. Elle est injoignable. » Derek ne dit rien, se contentant de se tourner vers l'écran où le dernier titre indiquait « Affaire Harland, ancien dossier rouvert ». Un témoin anonyme commence à partager ses preuves. Il pinça doucement les lèvres. « Victor, tu es bien vivant, n'est-ce pas? Toutes les guerres ne commencent pas par des coups de feu. Certaines commencent par un simple regard qui en dit long. Cette fois, il n'y a pas de retour en arrière. » Jeudi après-midi, le soleil baissa tôt, mais avec difficulté. Le vent de la forêt soufflait en vagues chaudes et suffocantes. Tout semblait chargé d'électricité. Victor se tenait sur le porche, téléphone à la main. La voix de Louisa était brève mais claire, elle l'a remis en personne, signée et reconnue. Les preuves suffisent à inculper Derek et tout le système qui le soutient. Victor ne répondit pas immédiatement. Il regarda vers la forêt, ni soulagement, ni triomphe, juste le poids d'une prise de conscience. Le jeu avait officiellement commencé, cette fois sans rideau derrière lequel se cacher. Claire sortit, toujours un panier de carottes à la main. Elle le regarda. « C'est fini, » répondit doucement Victor, « c'est commencé. » À quelques centaines de kilomètres de Woodbine, dans une pièce vitrée étrangement silencieuse, Derek Harland était assis seul, feuilletant un rapport interne. Son assistant de sécurité venait de sortir après avoir dit « Nos hommes à Woodbine ont été chassés. » Il est possible que Victor Harland soit encore en vie. Il ne bougea pas. Son doigt tapota le plateau de la table Blackstone sans rythme. La porte s'ouvrit. Marlène entra et posa une tasse de café. Voyant le visage de Derek, elle se figea. Qu'est-ce qui ne va pas? Derek ne la regarda pas. Il murmura simplement,
comme pour lui-même, s'il est encore en vie, c'est moi qui dois le finir. De retour à Woodpine, le soleil s'était couché. Leia jouait au thé dans la maison lorsqu'elle leva soudain les yeux. « Maman, il y a une voiture noire garée devant. » Claire laissa tomber le panier de carottes. Victor se précipita dehors. Devant le portail se tenait un SUV noir, vitre teintée, sans plaque d'immatriculation. Victor se figea où il n'avait pas besoin de vérifier. Il reconnaissait cette aura suffocante, celle qui suit les hommes qui tuent sans laisser de traces. Claire, rentre. Verrouille la porte. Elle ne demanda rien. Elle courut, mais elle venait à peine de verrouiller la porte d'entrée qu'un fracas un PAN de la clôture fut fracassé. Victor se retourna, attrapa une barre métallique et s'appuya contre la maison. Une silhouette sombre se jeta sur lui, rapide et précise. Le premier coup hébété Victor, le faisant chanceler. Un autre coup de pied dans les côtes où il s'effondra, le sang coulant de son front. L'homme s'accroupit sur lui, l'attrapa par le col et murmura « Tu aurais dû rester mort il y a 7 ans. » À ce moment, un cri retentit dans la maison. « Maman, oncle Jacques va bien ?» La voix de l'enfant trancha l'air comme un couteau, non pas de la peur, mais une inquiétude sincère, de l'amour. Victor inspira brusquement, mais avant qu'il puisse réagir, un craquement sec résonna derrière l'agresseur. L'homme se retourna. Claire se tenait là, tenant le fusil à plomb de Pete. Elle n'attendit pas. Le bras de Claire trembla un instant avant qu'elle ne le stabilise. Elle appuya sur la détente. Avec un bruit sourd, la balle à blanc s'écrasa dans la poitrine de l'intrus et l'envoya hurler dans l'obscurité des bois. Victor gisait sur le dos, l'air vicié. Claire bondit en avant et le redressa, gardant le pistolet pointé au cas où. Sa voix tremblait, mais était d'une force d'acier. Un coup de plus si tu retombes. Victor parvint à échapper à un rire rauque mêlant douleur, fatigue et soulagement d'avoir survécu. À peine le dernier écho s'était-il estompé qu'un chœur de chiens aboyants et d'ordres hurlés s'éleva dans la ruelle. En quelques minutes, une petite foule se pressa devant le portail de Claire. Henri, le mécanicien moto, arriva le premier, les yeux écarquillés. Que s'est-il passé? J'ai entendu des cris et un coup de feu. Quelqu'un est entré par effraction dans la maison. Une voisine âgée serrait le bras de son fils, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai entendu un coup de feu. Claire, le petit est-il en sécurité? S'appuyant contre le poteau du portail, Victor pressa une main sur la coupure à sa tempe, la douleur sourde. Tout le monde va bien. C'était juste un étranger désespéré. Il s'est enfui dans les arbres. Pete arriva ensuite, les épaules voûtées, un vieux fusil de chasse en bandoulière. Il lança des jurons dans sa barbe. Je croyais que notre village en avait fini avec la violence. Ça fait des années qu'on n'a plus de bricoleurs ni de voleurs. Marbel se tenait derrière lui, les lèvres pincées. On est tranquille, mais maintenant les ennuis nous ont trouvés. Le silence s'abattit, un poids de peur et de méfiance pesait sur chaque villageois. Les regards curieux allaient de Victor à Claire. Puis Claire s'avança, se positionnant d'un air protecteur aux côtés de Victor. « Il est sous ma protection, dit-elle. Si quelqu'un a une plainte à formuler, qu'il me la fasse parvenir. » La voix bourrue de Pete s'adoucit. « Elle a raison. C'est notre maison. Si tu ne peux pas l'accepter, fais tes valises. » Peu à peu, la foule se dispersa, des regards inquiets se lançant derrière eux. Alors que le crépuscule tombait, Claire conduisit Victor à l'intérieur. Dans la douce lueur de la cuisine, Pete s'affairait avec une trousse de premiers secours et murmurait qu'il faudrait crier plus tôt la prochaine fois. Marbel versait la soupe fumante dans des bols, reprochant à Victor de ne pas avoir appelé. La petite Leia se précipita entre eux, serrant son ours comme s'il pouvait le protéger de tout danger, et murmura « Oncle Jacques est en sécurité maintenant. » Claire versa du thé au gingembre dans la tasse de Victor et se pencha pour la poser délicatement devant lui. « Bois lentement, dit-elle. C'est chaud, mais pas trop. » Il prit une gorgée, les yeux rivés sur elle. « Merci, murmura-t-il. De ne pas m'avoir laissé affronter ça seul. » Le sourire de Claire était doux mais résolu. Tout le monde n'a pas droit à une deuxième chance. Dans la douce lumière de la cuisine, leur lien s'intensifia au-delà de toute gratitude. Le choix de Claire était clair, elle veillerait sur lui, quel que soit son passé et ses pertes. Tard dans la nuit, Victor se glissa jusqu'au téléphone. Ses doigts planèrent tandis qu'il composait le numéro de Louisa. « Ils sont revenus, murmura-t-il.
Plus besoin de se cacher. Envoyez tout au procureur. Le silence se prolongea, puis la voix ferme de Louisa répondit, « Compris. Une fois que ce sera connu, tout le monde sera au courant. » La réponse de Victor était calme mais déterminée. « Peu importe qui c'est. Je ne retournerai pas dans l'ombre. » Pendant ce temps, dans un bureau éloigné, Derek Harland lut le titre qui le glaça, le procureur avait accepté les preuves de Victor. Il déposa les documents avec un calme délibéré. Marlène, ordonna-t-il à son assistant, établit un plan de sortie et fait en sorte qu'il disparaisse à nouveau. Son ton était tranchant comme un rasoir. Pas d'erreur cette fois.